Bienvenue à tous. Merci de nous joindre aujourd'hui pour une discussion d'actualité avec des panélistes hors pair. Je m'appelle Victoria Lachance et je serai la modératrice pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis conseillère chez Earnscliffe Stratégie et co-organisatrice de cet événement avec ma collègue Delaney Cullinan. Donc, pour commencer, la transformation industrielle, le changement climatique et les tensions géopolitiques ont forcé les responsables politiques à réévaluer leur approvisionnement en énergie. Il s'agit d'un véritable exercice d'équilibriste pour les dirigeants d'aujourd'hui qui cherchent des moyens d'alimenter les économies de demain tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le Québec a plusieurs avantages distincts car la province a toujours disposé de sources d'énergie abondantes, propres et bon marché. Par contre, la province doit désormais s'adapter aux défis qui l'attendent dans un monde en constante évolution. Nous avons avec nous aujourd'hui Mme Nathalie Noël, qui est professionnelle des relations gouvernementales et internationales chez Hydro-Québec avec plus de 20 ans d'expérience. Nous avons aussi Mme Dominique Deschênes, ingénieure d'expérience et sous-ministre adjointe à l'énergie au sein du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Monsieur Daniel Bernier, qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur des affaires publiques à Ottawa et au Québec, partenaire chez Earnscliffe Stratégie. Puis finalement, Mme Geneviève Brisson, qui est déléguée générale du Québec à Bruxelles, qui a travaillé pour d'importants fleurons québécois dans le domaine de l'énergie et qui a accepté aujourd'hui de nous offrir une introduction sur la situation énergétique et un aperçu du contexte européen et mondial. Nous avons réservé du temps pour les questions de l'audience à la fin de la séance. S'il vous plaît, soumettez-les tout au long du webinaire. Et je vais maintenant céder la parole à Mme Brisson. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Earnscliffe, Daniel, Delaney. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Salutations à Dominique et Nathalie, que je connais très bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir, entre autres, de vous partager une vue de Bruxelles sur la transition énergétique européenne. C'est différent de ce qui se passe au Québec, mais on regarde dans la même direction. Donc, je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe. D'abord, ce que j'ai envie de vous dire en partant, c'est qu'ici, la transition énergétique en Europe, elle est vraiment double. D'abord, on est orienté sur des objectifs de décarbonation parce que l'Europe s'est aussi engagée à réduire ses émissions. On parle d'une cible de 55 de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et aussi d'être net zéro d'ici 2050. Et quand je vous parle de l'objectif double, c'est que l'Europe s'est aussi engagée dans une transition énergétique dans l'objectif de réduire sa dépendance énergétique. Parce que est-ce que je vois que la diapo 1 est affichée? Donc, c'est parfait, super. Donc, vous voyez un peu en contexte, je ne vais pas vous lire ce que sur la diapo. C'est pour appuyer les propos, puis vous donner un peu plus de profondeur avec certains chiffres là, qui vont être intéressants pour vous. Quand je vous dis qu'il y a un objectif double, donc je vous parle de la transition vers des énergies renouvelables et évidemment se défaire de la dépendance très importante. Parce que tout ça s'est passé vraiment en accélération avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors là, on s'est rendu compte en Europe qu'on était extrêmement dépendant de toute production énergétique externe. En fait, plus de 55 de l'énergie européenne provient de l'externe de l'Europe et une grande partie provenait de la Russie. Alors là, on a accéléré, on a mis des mesures en place pour justement réduire cette dépendance-là. Ce que j'ai envie de vous parler maintenant, outre le contexte géopolitique et les grandes orientations de l'Europe, c'est les outils qui sont mis en place. Je n'irai pas dans le détail granulaire, mais je vais vous donner deux grandes orientations qui vont vous donner vraiment une bonne idée de ce qui est en place en Europe pour réussir et atteindre les objectifs de transition énergétique. D'abord, il y a le pacte vert. Ça, le pacte vert européen, c'est un parapluie, appelons ça comme ça, de solutions pour permettre la transition vers des énergies renouvelables. On parle d'un budget de 587 milliards de dollars canadiens annuellement entre 2021 et 2030 pour soutenir les différentes mesures qui vont permettre à l'Europe de se décarboner. Et là, je vais vous donner quelques grands angles qui sont poussés de l'avant. On parle notamment, comme au Québec, la fin des véhicules à essence et diesel, le déploiement d'infrastructures de carburants alternatifs, la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça, c'est en place depuis le 1er octobre dernier. Donc, c'est un bon signal de prix aussi sur toutes les importations et la production interne. On a aussi un objectif de doubler la part des énergies renouvelables jusqu'à hauteur de 42,5 de production à l'intérieur de l'Europe.
Et depuis l'invasion de l'Ukraine, on souhaite augmenter cette cible-là à 45 pour 2030. Donc, c'est extrêmement ambitieux, comme vous voyez, et c'est rapide. Depuis l'invasion de l'Ukraine, parce que ce que je vous donne comme plan, ce que je viens de vous parler, le pacte vert, c'était en place avant l'invasion de l'Ukraine et ça se poursuit jusqu'en 2030. Depuis l'invasion, il y a eu un plan qui a été adopté en mai 2022, c'est le Repower EU. Donc ça, c'est encore une fois pour accélérer la transition énergétique et s'assurer qu'il y a plus de capacité énergétique de développer en Europe. La Commission européenne a mis un budget de 300 milliards d'euros pour financer le plan. Donc, en dollars canadiens, on y va à hauteur de 450 milliards de dollars canadiens approximativement. J'ai fait ma conversion rapide là ici. Pour les curieux, ce qui concerne la dépendance au gaz naturel et au GNL importé de Russie, depuis 2021, on avait une dépendance de 45 en Europe des importations totales qui provenaient de la Russie. Elles sont descendues à 15 en 2023. Et ça, c'est un déplacement des fournisseurs maintenant parce qu'on ne peut pas se déplacer tout de suite vers des énergies totalement renouvelables. On a maintenant des nouveaux fournisseurs en termes de gaz naturel et gaz naturel renouvelable, la Norvège et les États-Unis. Donc, c'est devenu les deux principaux fournisseurs de gaz pour l'Europe. Et à ça s'ajoute, et je vous glisse un mot sur ces initiatives-là parce que sûrement vous en avez entendu parler, c'est toutes sortes d'initiatives pour mettre en place, la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc ça, en Europe, on en parle à toutes les discussions qui ont un angle sur l'énergie, sur la décarbonation, sur le développement économique aussi. Il y a des grands investissements qui se font de ce côté-là. Il y a aussi des subventions européennes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des subventions pour compenser la différence de prix entre la production d'hydrogène et le prix du marché. Parce qu'en ce moment, c'est le nerf de la guerre, c'est le prix du marché. On a une idée de ce que ça coûte le produire, mais le prix du marché, il y a encore beaucoup de zones de gris et c'est difficile de pousser une nouvelle solution lorsqu'on n'a pas ces prix-là. Et l'hydrogène, ici, on le voit partout. C'est une solution pour le stockage énergétique parce que contrairement au Québec, et ça, Nathalie pourra en parler tout à l'heure, on n'a pas des grands bassins ici pour stocker l'eau, stocker l'énergie. On va donc installer beaucoup de renouvelables, beaucoup d'éoliens en mer, du solaire, d'autres solutions et on va les stocker, entre autres, avec de l'hydrogène, des solutions hydrogène. Mais l'hydrogène est vu aussi dans le secteur de l'acier, produits chimiques, transport maritime, transport de tout court, les engrais et j'en passe. Et cette année, d'ici la fin de l'année, il y aura un nouvel appel, deuxième enchère de la Banque européenne de l'hydrogène. Donc, on pousse très, très fort de ce côté-là. C'est une solution qui est adoptée par l'ensemble des pays membres, donc on la veut de l'avant. Et je termine là-dessus. La deuxième diapo, si c'est possible. Je vais respecter mon temps. C'est un clin d'œil, en fait, que je vous présente sur le mix énergétique actuel en Europe, que vous voyez ce qu'on a sur place. Et évidemment, vous allez voir du charbon. Ça surprend un peu quand on voit ça. Le charbon est, entre autres, revenu aussi durant l'invasion de l'Ukraine, ce qui se passe encore. Ça a mis une pression tellement forte sur les disponibilités énergétiques en Europe qu'on est allé chercher des énergies qu'on ne voulait plus. Par exemple, en Belgique, les groupes environnementaux avaient poussé pour la fermeture des centrales nucléaires. Bien, c'est les premiers qui sont revenus avec l'initiative de les rouvrir. Donc là, on va rouvrir 2 centrales nucléaires en Belgique. En France, c'est bien de l'avant déjà, il y a tout un plan pour le nucléaire. Vous voyez aussi ce qui est intéressant en haut de la diapo. J'attire votre œil là-dessus et on termine dans quelques secondes. Le prix de l'énergie au kilowattheure. Vous avez peut-être une idée, Nathalie Noël pourra sûrement nous en parler tout à l'heure. En Europe, le coût moyen du kilowatt était à 31 cents en canadien, 31 sous canadiens en 2019. On est passé à 43 sous du kilowatt en 2021. On monte, les Pays-Bas payent présentement 67 sous du kilowattheure. C'est environ 10 fois plus cher que ce que l'on paye au Québec. C'était pour vous donner une idée. La bonne nouvelle, et c'est en bas de la diapo, c'est que le coût de production d'énergie renouvelable est en baisse. Donc, c'est une excellente nouvelle et ça porte vraiment un grand bonheur aux Européens de savoir qu'on va
arriver avec des solutions renouvelables qui seront à meilleur coût et on espère plus compétitives justement pour la suite. Merci beaucoup. Je voulais respecter mon temps là-dessus. Alors, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci. Merci Geneviève, très intéressant, Plaisir. puis super important comme contexte. Je vais maintenant passer la parole à Madame Deschênes pour lui commencer avec notre première question. Donc, d'après vous, Madame Deschênes, où en est le Québec dans la transition énergétique? Quel rôle est-ce que vous jouez dans la transition en tant que sous-ministre adjointe au ministère de l'Économie? Oui. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, c'est une grande question de mon côté au niveau du ministère Économie, Innovation et Énergie, là, le nouveau E du MEIE, comme mon ministre aime bien le dire. On est responsable là, dans mon secteur là, de tous les approvisionnements en énergie. On parle beaucoup d'électricité, mais on est aussi responsable des combustibles traditionnels. Donc, approvisionnement, distribution, sécurité énergétique, nouvelles filières. Donc, j'ai des équipes qui travaillent sur la séquestration carbone, le gaz naturel renouvelable, les bioénergies, l'hydrogène vert, l'électricité, les nouvelles filières, mais aussi des aspects de réglementation, tarification. Puis, des équipes qui travaillent sur la prospective énergétique, donc planifier un peu la feuille de route ou la vision, là, je vous en parlais tout à l'heure, au niveau énergétique du Québec. Contrairement à l'Europe, que c'était très intéressant ce que Geneviève Brisson vient de nous présenter, on a tous des objectifs un peu communs, je dirais mondialement, là, les pays développés qui veulent aller vers la décarbonation, mais on ne part pas du même endroit. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est sûr qu'au Québec, là, considérant que environ 50 de notre consommation est fossile et 50 est propre grâce à notre électricité là, qui est quasi à 100 verte. Ça fait que notre production d'électricité est carboneutre, alors que beaucoup d'autres provinces, pays ont une production d'électricité à base de fossiles, soit gaz naturel ou charbon. Donc, quand on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment je dirais, si on... Pas que c'est plus facile, là, mais disons qu'on a des gains plus rapides à faire, par exemple, quand on ferme une centrale au charbon puis on passe à une production éolienne, par exemple, ou hydraulique, alors que nous, notre électricité est déjà décarbonée. Fait que c'est vraiment sur le 50 de combustion fossile qu'on doit travailler. Marié à ça, il y a une augmentation de la demande au niveau de l'électricité propre. Pour tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a un accroissement de la demande, soit les industriels, les consommateurs actuels, que ce soit commerciaux, institutionnels, industriels ou même résidentiels qui veulent se décarboner puis qui veulent passer à l'énergie verte, ceux qui ne le sont pas, mais aussi beaucoup de nouvelles entreprises qui veulent venir s'installer au Québec parce qu'ils veulent être eux-mêmes dans la mouvance de l'énergie verte. Puis on est un secteur qui l'est au Québec, on est un vecteur qui l'est, puis on est une belle porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. Donc, beaucoup d'entreprises multinationales souhaitent s'installer au Québec. Donc, ça nous donne des beaux défis. Comme cible climatique, j'imagine que les gens les connaissent, mais en 2030, on vise 37,5 de réduction de gaz à effet de serre et en 2050, la carboneutralité. Je n'ose pas dire zéro carbone parce que je pense qu'il va y avoir de la séquestration CO2 là-dedans. Je ne pense pas qu'on va réussir à convertir complètement notre consommation, même avec l'efficacité énergétique. On est des très gros consommateurs d'énergie au Québec, oui, par notre climat froid, mais aussi par, je dirais, notre culture ou même nos coutumes et habitudes d'avoir une électricité verte, peu chère, abondante. On s'est fait dire ça pendant des décennies. On a déjà électrifié, comme je le disais, une grosse partie de notre économie au Québec, là, à l'heure où on a fait des barrages, des hydrauliques et tout ça. C'est un peu le pacte de la société d'amener une électricité peu chère, de l'utiliser pour faire du développement économique, ce qu'on a fait beaucoup. Donc, on a des industries qui sont assez énergivores dans notre tissu industriel, comme par exemple des alumineries, ce qui fait qu'on est des très gros consommateurs au niveau industriel.
Aussi au niveau résidentiel, c'est quasi unique au monde, mais on chauffe à l'électricité avec des plaintes électriques. Quand on dit ça aux Européens, ils nous trouvent fous parce que c'est très inefficace en termes de transfert d'énergie puis d'utilisation. À la fin, il y a quand même pas mal de pertes, mais c'est un choix qui a été fait à l'époque, puis je pense pas qu'on va tout changer ça prochainement. Tout le bâti est conçu de cette manière-là au Québec, donc il faut trouver des options alternatives. Donc, au niveau de l'interrelation entre le climat et l'énergie, il y a à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre au Québec qui sont liées à l'énergie. Comme beaucoup d'autres pays, juridictions, on s'est doté de cibles climatiques, mais on n'a pas déterminé notre feuille de route au niveau énergétique pour y arriver. Puis là, c'est ce qu'il faut faire. À mon avis, c'est essentiel parce que tout le monde se croit encore dans l'abondance. Les gens ne comprennent pas pourquoi on se met à faire du développement d'énergie. Il y a comme une impression, je pense, au niveau des citoyens du Québec, qu'on est encore dans majoritairement des consommateurs d'électricité verte. Je pense que les gens ne voient pas l'impact de l'électrification des transports, de l'industrie et tout ça. Puis l'autre chose qui est ultra importante pour moi, c'est la diversification des sources énergétiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, je pense, miser que sur l'électricité à partir d'une seule source, sinon on devient vulnérable. Les changements climatiques, ça peut aussi nous affecter au niveau de nos infrastructures. Donc, on a déjà des canalisations de gaz naturel qui passent partout dans les villes, aussi bien les utiliser pour passer au gaz naturel renouvelable, augmenter notre pourcentage de bioénergie dans les combustibles pour éventuellement aller à beaucoup plus élevé. Je sais qu'en Europe, il y a des endroits, les pays nordiques sont déjà à 50-55% de gaz naturel renouvelable dans les infrastructures. Nous, on est à 2% aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à faire pour y arriver. Je pense véritablement que tous nos résidus, dans un objectif d'économie circulaire, là, ont la possibilité d'être utilisés pour produire de l'énergie, que ce soit nos vidanges ou encore la biomasse forestière résiduelle, les résidus des scieries, tout ça. On voit la bioénergie comme vraiment une complémentarité qui prendra certainement pas une part aussi grande là, que l'électricité, mais est vraiment importante, notamment pour la gestion de la pointe. On est des grands consommateurs pour quelques centaines d'heures par année, voire une centaine d'heures par année au Québec avec nos pointes hivernales, de développer des nouvelles infrastructures énergétiques que pour les utiliser si peu de temps dans une année, ça m'apparaît vraiment pas la bonne chose à faire. Donc, je pense qu'on doit y aller progressivement. Je parle de plus en plus de transition énergétique ordonnée parce que je pense que même au gouvernement du Québec, on a peut-être été des fois trop ambitieux, trop rapide là, dans nos volontés de tout électrifier d'un coup sans prendre en compte là, toutes les étapes, puis la transition juste auprès des citoyens, des entreprises, tout ça. Fait qu'il faut amener tout le monde, excusez l'anglicisme, mais on board, là, puis vraiment comprendre vers où on s'en va. Donc, peut-être au niveau des actions là, de mon équipe, comme je vous disais, on est actif dans plusieurs secteurs. On travaille présentement dans la réforme des lois à l'énergie, là, au niveau de la loi sur la régie de l'énergie, la loi sur Hydro-Québec principalement, qui sont touchés, qui vont être annoncés en principe ce jeudi par le ministre Fitzgibbon. Donc ça va être un gros pan de mur, mais on a aussi travaillé, là, moi je suis sous-ministre adjointe depuis 2021, puis depuis, on a déjà fait 3 ou je pense que c'est mon 4e ou 5e projet de loi. Donc, on en a fait un pour mettre fin à l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures en terre du Québec. Donc, il n'y a plus d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. On a amené la notion de séquestration de CO2 dans les puits existants avant de les fermer, dans un objectif d'acquisition de connaissances, d'améliorer nos connaissances. On a mis en place des règlements pour arriver à 10% là, de gaz naturel renouvelable dans les réseaux gaziers à l'horizon 2030. Donc, les distributeurs, là, Énergir et Gazifère ont l'obligation d'atteindre ces objectifs-là. Tantôt, je disais qu'on était à 2%, donc
On était à 2 % en 2023, donc il faut se rendre à 10 dans les 6 prochaines années. On est aussi responsable du règlement là, sur les bioénergies dans l'essence et le diesel. D'ailleurs, je pense qu'on est dans les plus sévères au Canada, même sur le pourcentage de biocarburant qu'on veut dans le diesel notamment. Puis on s'accote toujours un peu sur les limites de notre climat, là, parce qu'à un moment donné vient un point où les technologies peuvent avoir des difficultés en hiver. Donc, on essaie vraiment de pousser au maximum. On a lancé une stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies aussi en 2021. Je dirais que notre ambition était plus grande quand on l'a lancé parce qu'à cette époque-là, c'était pas aussi clair là, qu'on aurait une demande d'électricité aussi grande puis qu'on aurait des enjeux d'équilibre, mais ça reste quand même important. Puis je pense que les nouvelles technologies puis l'optimisation de l'efficience des électrolyseurs et tout ça peuvent nous aider à être encore plus efficaces sur la production d'énergie, la production d'hydrogène. Puis, c'est pas mal ça. Je pense qu'on est quand même chanceux au Québec parce qu'on a beaucoup de ressources naturelles. On les a quand même peu exploitées. Au niveau des barrages hydrauliques, on a fait les plus, comment je dirais, les gisements les plus importants, les plus significatifs. On en a fait beaucoup, mais au niveau du reste, je pense par exemple à l'éolien, on n'est même pas à 5 % de notre capacité théorique. Donc, il y a de l'espace. Maintenant, je sais qu'il faut bien choisir les endroits. Là. Il y a toujours des enjeux d'acceptabilité sociale. Le solaire, on est très peu inscrit. On vient de faire dernièrement publier un règlement là, dans la Gazette pour étudier la possibilité de demander à Hydro-Québec de lancer un nouvel appel d'offres en solaire qu'on voit comme complémentaire là, à l'éolien puis à l'hydraulique. Le nucléaire au Québec, on n'en parle pas encore, mais je pense qu'on va en parler éventuellement avec le plan de gestion intégré des ressources énergétiques qu'on va vouloir faire la prochaine année là, suite au dépôt du projet de loi. Donc, on est dans notre propre transition, là, nous aussi, mais je pense qu'on a pas mal tous les atouts pour réussir, mais ça reste que c'est... Nathalie pourra en parler sûrement, là, mais les défis pour Hydro-Québec sont énormes. Là. Ils passent d'une entreprise qui était assez stable dans la croissance à un mode de développement accéléré où ils doivent produire autant qu'ils ont fait en 50 ans, mais dans les 25 prochaines années avec des contraintes au niveau de l'acceptabilité sociale, les lois environnementales et tout ça qui sont beaucoup plus exigeantes qu'ils l'étaient dans les années, je vais dire 50, 60 ou 70. Là. Je pourrais parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Oui, pas de problème. Merci pour bien mettre la table. C'est vraiment un excellent survol qui nous détaille bien la complexité de votre rôle. Donc, je vais continuer avec ce thème-là. Madame Noël, est-ce que vous pouvez nous en dire où on est Hydro-Québec? Quelles sont vos priorités, vos ambitions? Oui, merci beaucoup, Victoria. Est-ce que tu peux lancer ma petite présentation pour que tout le monde puisse la voir? Merci beaucoup, les amis d'Earnscliffe, de m'avoir invité à vous présenter quelques éléments de ce qu'on prévoit pour relever les défis que Dominique vient de si bien nous présenter. Effectivement, ça va être assez important comme défi pour les prochaines années pour nous. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît, Victoria. Ici, on vous présente les constats qui sont arrivés au moment où on a préparé notre plan d'action qu'on a dévoilé au mois de novembre dernier. Tout comme Geneviève nous le mentionnait plus tôt, il y a un mouvement à l'échelle mondiale d'accélération de transition énergétique. Nous, on estime qu'à peu près 40 000 milliards de dollars seront investis dans les énergies propres d'ici 2030, ce qui est vraiment pas très loin. Et tout le monde a constaté et constate que les changements climatiques ont un impact sur notre vie quotidienne maintenant. On se souvient de l'été 2023 comme étant le plus chaud de notre histoire. Pour Hydro-Québec, il y a eu les feux de forêt comme pour tous les Québécois, mais aussi, vous voyez à la droite de la diapo ici, qu'il y a quand même aussi eu des défis importants en termes de service à la clientèle pour nous. Donc, on va travailler sur plusieurs fronts dans notre plan d'action, autant
en amélioration du service à la clientèle et d'accompagnement des clients pour aider l'efficacité énergétique, mais également pour décarboner l'économie du Québec et arriver à l'objectif qu'on a tous de zéro carbone en 2050. On est bien placé au Québec, comme tout le monde le sait, grâce à notre hydroélectricité, notre source d'énergie propre. On sait qu'il y a encore des capacités à développer, mais il ne faut pas oublier, et Dominique en a parlé longuement, il y a encore 50% de l'énergie au Québec qui est consommée, qui est d'origine fossile. Donc, c'est une grosse bouchée pour tout le monde au Québec. On peut passer à la prochaine diapo. Ici, vous avez une idée de ce qu'on a estimé que ça prendra pour atteindre nos objectifs en 2050. À gauche de l'écran, vous avez l'écart de ce qu'on estime là, qui sera nécessaire entre 150 et 200 TWh d'électricité. Et à droite de l'écran, vous avez ce qu'on a estimé comme répartition prévue des TWh additionnels qu'il faudra mettre en service. On a quand même entre 150 et 200. Là, ici, on est dans des ordres de grandeur parce qu'on s'entend que d'ici 2050, il risque d'avoir des évolutions technologiques, économiques, etc., qui vont faire que ça va être quelque part là-dedans. Mais ce qu'on pense, c'est que environ 75% de cette nouvelle capacité-là va servir à décarboner l'économie du Québec. Puis décarboner, ça peut être autant transport et bâtiment, même si la majorité du chauffage électrique au Québec, il reste encore beaucoup d'énergie fossile là-dedans et évidemment les procédés industriels qui ne sont pas encore décarbonés. Donc ça, on estime que ça va être le 75% de la nouvelle électricité qu'on devra mettre en service. Pour le reste, le 25% qui reste, ça, on estime que ça servira à développer l'économie du Québec et surtout avec les nouvelles filières vertes comme ce qu'on parlait tout à l'heure, l'hydrogène vert, la filière batterie, les carburants renouvelables. On s'attend à ce que ce soit 25% de cette nouvelle production qui va servir pour la croissance. On peut passer à l'autre. Dans ce contexte-là, on peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît, Victoria. Ici, vous avez la liste de nos 5 priorités que je suis pas mal sûre que tout le monde a déjà vues. Je ne les passerai pas une par une dans le temps qu'on a, mais simplement pour vous dire qu'on travaille très fort sur ces 5 priorités-là. Puis pour la fin de mon temps, je vais me concentrer sur la priorité numéro 3 parce que c'est vraiment le sujet dont on veut parler aujourd'hui. Puis je peux vous donner quelques éléments d'information là-dessus qui se retrouvent, Victoria, la prochaine et dernière diapo. Merci. Ici, bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est simplement pour vous donner une idée de la provenance des différents ajouts de capacité qu'on compte faire à l'horizon du plan de 2035. Notre première source, ça va être l'économie d'énergie. Et vous avez peut-être entendu ce qu'on a dit là-dessus, c'est qu'on double notre cible en efficacité énergétique. On souhaite aussi tripler la production éolienne à l'horizon 2035 et comme on l'a mentionné la semaine dernière lors de notre annonce, Hydro-Québec compte jouer un rôle structurant dans le développement d'une grosse partie de cette nouvelle capacité-là. On souhaite aussi augmenter la part du solaire et du stockage par batterie là, pour 500 à 1000 MW à l'horizon 2035 dans notre bouquet énergétique. Et évidemment, on souhaite augmenter notre production d'hydroélectricité de façon importante. La première chose qu'on va faire, c'est augmenter la capacité de nos centrales existantes pour environ 2000 MW. Mais évidemment, on regarde aussi des nouvelles installations, notamment potentiellement une centrale à réserve pompée. Finalement, dans le bas du graphique ici, vous voyez GNR en pointe. Donc ça représente potentiellement la conversion de la centrale de TransCanada Énergie au gaz naturel renouvelable. Et on viserait à faire cette conversion-là pour nous permettre d'utiliser cette centrale-là pour nous aider à gérer les pointes de demande d'hiver. Donc, en gros, c'est ça qu'on espère faire du côté production. Mais je me voudrais terminer ce que j'ai à dire sans vous parler de l'autre aspect de toute cette production, c'est qu'elle doit être raccordée à notre réseau. Donc, au-delà de ce qu'on veut mettre en service comme nouvelle production, ça va nous prendre beaucoup de nouvelles lignes de transport. Donc, on a prévu dans notre plan d'ajouter 5000 nouvelles kilomètres de lignes de transport sur notre réseau, ce qui représente en soi un défi important, comme vous pouvez le constater. Je m'arrête ici. S'il y a des questions, je répondrai plus tard, mais c'est le portrait général.
Merci, Nathalie. Maintenant, on va passer à notre prochain panéliste, puis se concentrer, ouvrir un peu la question plus large au Canada. Monsieur Bernier, est-ce que vous pouvez parler des propositions du gouvernement fédéral pour la transition énergétique, comment les ambitions fédérales s'alignent avec les initiatives du Québec? Merci. Merci, Victoria, pour la question. Je te remercie surtout de m'avoir rejeuni presque de 20 ans, parce que la première fois qu'on a commencé à travailler sur ces dossiers-là, c'était en 1992 à la conférence de Rio sur le développement durable, quand Jean Charest était le chef de la délégation. Fait que je te remercie pour ça. Après ça, si on revient fast-forward dans les années quand même où il y a eu des éléments charnières qui ont été établis, autant au Canada que du côté du Québec, mais je vais me focusser surtout du côté du Québec parce que les panélistes nous en ont bien parlé, Dominique et Nathalie. Environnement Canada avait décidé, ou le gouvernement du Canada, dans le fond, avait décidé que l'année de référence pour les gaz à effet de serre, ce serait 2005. Fait que ça, c'est toujours à l'arrière-plan par rapport aux cibles que tout le monde parle souvent, dont lesquelles on parle. Puis dans ces années-là, je me souviens des discussions qu'on avait avec Nathalie dans ce temps-là, le Québec, c'était clair qu'eux, ils voulaient des années beaucoup plus en arrière de ça parce que toute la production ou toute la mise en place de la structure énergétique du Québec avait été mise en place dans les années 80-90 ou une bonne partie. Fait que dans ce cas-là, tout comme l'Europe, le Québec avait décidé que ce serait l'année 1990 qui serait l'année de référence. Puis, juste au Canada, pour faire un point important, lié directement aussi avec le point de Dominique par rapport au mix ou au portefeuille énergétique canadien, le Canada, c'est comme la mosaïque canadienne qu'on entend souvent parler. Le Canada doit jongler avec un portefeuille énergétique très varié entre chacune des provinces. Si on part de la Colombie-Britannique, il y a quand même beaucoup d'hydroélectricité, gaz naturel. Quand on arrive dans l'Ouest, c'est pétrole et gaz surtout. Mais maintenant, beaucoup d'hydrogène. Ils ont développé des stations, des hubs en hydrogène qui sont bien sûr alimentés souvent en gaz naturel et aussi complétés par l'éolien et le solaire. L'Ontario a un peu plus un mix qui ressemble un peu plus à celui du Québec, mais ils ont quand même beaucoup de nucléaire qui est quand même très différent de ce que le Québec a. Puis, ils produisent aussi de l'électricité à partir d'autres sources que l'hydroélectricité. Dans les maritimes, hydroélectricité, gaz naturel, un peu de nucléaire et aussi d'autres sources là, qui sont plus durables dans certains cas et moins durables dans d'autres cas. Le Québec, comme on sait, comme ça a été mentionné très clairement, hydroélectricité principalement, éolien, et on compte déjà près de 50% de l'énergie, de son énergie, comme Dominique le disait, qui est déjà renouvelable. Ça fait que c'est un gros avantage pour le Québec. Puis, dans ces circonstances-là, la réglementation qu'on a du côté du fédéral, pour essayer d'un côté, c'est toujours l'approche de la carotte et le bâton, on essaie de limiter les productions d'énergie fossile, de sources d'énergie fossile, mais de l'autre côté, est-ce qu'on fait les efforts pour faire avancer, par exemple, d'autres sources, pas juste de nouvelles technologies ou de nouvelles énergies, mais pour l'hydroélectricité. Parce que si on regarde juste rapidement les émissions qu'on vise du côté du Canada, si on veut réduire de 40 à 45 nos émissions canadiennes pour l'année 2030 et arriver à net zéro pour 2050, il va falloir qu'on prenne les bouchées doubles quand même dans plusieurs secteurs, mais il va aussi s'assurer que le cadre réglementaire puisse faciliter le développement de différentes sources énergétiques qui sont peut-être considérées un peu plus durables. Merci, Daniel. C'est vraiment une bonne idée des cibles qu'on a eues de tous les côtés, donc au fédéral, au gouvernement du Québec, puis avec Hydro-Québec. Je vais repasser la parole à Mme Deschênes, peut-être pour nous parler un peu plus des défis actuels et futurs du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que le Québec fait bien? Oui, les défis, on en a déjà parlé un peu, mais c'est sûr que je dirais les défis actuels, là, aujourd'hui, on est dans une situation où on a plus de demandes que d'offres.
au niveau électrique. Tantôt, je parlais de projet de loi, là, donc on a dû prendre un projet de loi là, pour retirer l'obligation à Hydro-Québec d'avoir à desservir les consommateurs de plus de 5 MW. Mais on a beaucoup de demandes quand même. C'est assez impressionnant, là. On a au-dessus de 10 000 MW de demandes de projets. Je dirais, je pense qu'on est à 13 000 et plus même maintenant. Ce qui est un beau problème dans le sens où on est content d'avoir notre popularité, mais il faut faire attention quand même parce que ça va obliger de dire non à des projets. Puis, bon, peut-être que les 13 000 MW ne sont pas tous entièrement avec les retombées qu'on souhaiterait pour le Québec, mais il y a quand même beaucoup de très beaux projets dans ceux-là. On n'a jamais fait ça au Québec, là, dire non à des projets de développement économique. C'est nouveau et c'est très difficile. Les choix sont critiques. Fait qu'on est, je dirais, on est à l'heure des choix. On n'a pas le choix de regarder les retombées économiques, sociales et environnementales, d'essayer de faire ça de façon le plus objective possible. Donc, il y a des équipes chez nous là, qui fait... mais d'abord, Hydro doit regarder les capacités au niveau de la faisabilité technique, le raccordement et tout ça, selon les demandes qui sont. Puis si au niveau régional, c'est possible, il va toujours rester la contrainte de l'approvisionnement global. Mais si au niveau régional, déjà, c'est possible, là, on peut passer à l'analyse des bénéfices socio-économiques et environnementaux. Puis, à date, là, le ministre a pris des décisions l'année passée sur une vingtaine de projets. On en a accordé 11, quand même la moitié qui ont été refusés. Puis là, on est au-dessus de 60 projets dans les mains. Puis, honnêtement, plus on avance, plus le ratio de décisions positives va être bas. Il y a beaucoup de projets, des beaux projets, mais il y en a plusieurs qui sont énergivores, là, comme je le disais, pour toutes sortes de raisons. Nos procédés industriels, souvent, sont au combustible fossile. Ils veulent passer à l'énergie verte. Quand on parle de métaux verts, de production de métaux verts, par exemple, c'est beaucoup d'énergie, que ce soit l'aluminium, le fer, le métal, le secteur minier aussi, qui est dans les minéraux critiques et stratégiques, sont déjà dans la transition énergétique par le fait qu'ils veulent faire d'être dans la filière batterie. Fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas très intéressés à avoir une production qui est fossile. Ils veulent être dans la même lignée que le produit qu'ils vont fournir à la fin. Donc ça, je dirais que c'est un défi, mais en même temps, je pense qu'on fait les bons choix, mais c'est sûr que quand on dit non à certains, c'est toujours difficile. Puis je dirais que la beauté de la chose quand même, c'est que ça amène les gens à être créatifs puis à penser à toutes sortes d'alternatives, y compris les régions, les municipalités. Donc, tout le monde essaie de mettre un peu les mains à la pâte, là, puis de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour soit augmenter leur propre production énergétique. Des fois, il y a des petits barrages. Les gens pensent, bon, peut-être qu'on serait capable d'augmenter un peu la capacité de nos barrages, s'autoproduire en partie, faire plus d'efficacité énergétique. Fait que, bon, ça amène autre chose. Mais, Vraiment intéressant. Nathalie, est-ce que vous diriez que vous avez les mêmes défis chez Hydro-Québec? Comment est-ce que vous allez y faire face? C'est certain qu'on a beaucoup plus de projets qu'on peut en alimenter. Malheureusement, Dominique a très bien placé cet enjeu-là, puis c'est vraiment une première. Et cet engouement-là, quand je disais qu'il y a un mouvement mondial, cet engouement-là, je dirais qu'il est apparu presque du jour au lendemain. Là, le momentum a changé très, très rapidement. Donc, on se retrouve avec beaucoup de projets très intéressants, mais c'est pas possible de tous les raccorder au moment où ils voudraient l'être. Donc, ça c'est un gros défi. Comme vous avez vu avec les chiffres que je vous ai donnés, on fait des efforts et on va faire des efforts importants pour augmenter notre capacité dans les prochaines années. Et en soi, tous les projets qu'on doit mener, c'est un rythme et une cadence qu'on n'a jamais fait dans le passé, dans un contexte de réglementaire plus compliqué qu'on n'a jamais eu avant non plus, où les processus d'évaluation d'autorisation sont plus longs qu'ils n'ont jamais été, plus compliqués qu'ils n'ont jamais été. Et aussi, il faut le dire,
le défi de l'acceptabilité sociale, on l'a, il faut qu'on l'acquiert et on met des efforts vraiment très, très importants là-dedans. C'est vraiment un défi, c'est le premier défi qu'il faut relever si on va être capable de faire nos projets. Merci beaucoup. Monsieur Bernier, d'après vous, comment est-ce que le Québec se distingue des autres provinces, des États en Nouvelle-Angleterre et même de l'Europe? Je vais juste, avant d'aller là, tout de suite, Victoria, je vais reprendre un petit point que Nathalie a Absolument. soulevé, parce que l'électricité propre, la réglementation émise par le Canada pour l'électricité propre, 100% d'électricité propre en 2035, si on veut arriver à ça, là, c'est très important ce que Nathalie disait par rapport au cadre réglementaire. Parce que le cadre réglementaire actuel ne facilite pas la construction de quoi que ce soit dans le secteur énergétique, même si c'est pour l'énergie supposément très propre. C'est avec dans ce contexte-là, je pense qu'il va falloir faire des efforts et redoubler les efforts de ce côté-là. On parle de plusieurs projets de loi, là. Les évaluations environnementales, on parle de la loi sur les pêches, on parle de même les espèces en péril jusqu'à un certain point, ce que ça déclenche comme processus. Mais sur ta question spécifiquement, ça va aussi peut-être donner quelques points par rapport à la question de Daniel Charette que j'ai pris dans le chat en même temps. Au niveau au niveau de la consommation mondiale aujourd'hui encore est 80% d'énergie fossile. Fait que ça, on part de ce point-là pour arriver à n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde. C'est sûr qu'ici, on est quand même très privilégié, l'Europe aussi en grande partie, mais on a quand même des productions énergétiques qui datent depuis plusieurs décennies. Ce qui distingue le Québec quand même, c'est que le Québec est un grand producteur d'électricité propre au Canada et même en Amérique du Nord ou dans le nord-est américain. Mais en même temps, comme Dominique le disait, on est un grand consommateur. On consomme jusqu'à 60% plus d'énergie électrique que nos voisins. Ça, c'est en 2019. Peut-être que ça s'est amélioré depuis les initiatives de réduction de consommation, mais je ne suis pas sûr qu'on est rendu très loin encore. C'est sûr que c'est tout lié au chauffage des maisons, des chauffages institutionnels, industriels, mais aussi des grandes énergies ou industries énergivores. Pour lier ça avec la situation au nord-est américain et aux États-Unis où les États semblent travailler en vase clos, il y a quand même plusieurs initiatives d'interrégionalité qui ont été développées du côté américain. Ils poussent sur ces initiatives-là. Malheureusement, ça avance probablement pas assez vite, mais ils vont être forcés à aller de l'avant s'ils veulent arriver à n'importe quel niveau de décarbonation. Si on prend l'exemple de New York ou du Massachusetts qui achètent de l'électricité propre du Québec, c'est pour en partie contribuer à leur décarbonation. Fait que c'est le Canada, le Québec qui contribuent à la décarbonation de certains de ces États-là. Mais c'est sûr, c'est tout comme, je ne peux même pas le mentionner, là, c'est comme l'histoire de la boucle atlantique où l'interrégionalité du système. La boucle atlantique, je ne suis pas sûr que c'était un cas qu'il fallait absolument développer et aller de l'avant, mais il y a une importance entre lier les systèmes à l'intérieur même de nos provinces, entre le Québec, l'Ontario, les Maritimes et le Québec et les autres provinces maritimes aussi, et Terre-Neuve, c'est sûr. Fait que ça, il y a toute une dynamique de ce côté-là qui doit être facilitée au cours des prochains mois, prochaines années. Je laisserai là pour tout de suite. Merci, Dan. En parlant d'association, je vais repasser la parole à Mme Deschênes, juste pour lui demander comment est-ce que vous pensez que le gouvernement, Hydro-Québec et même l'industrie peuvent s'associer pour atteindre les objectifs en matière d'énergie? C'est sûr que je pense que ça a été mentionné à quelques reprises, hein, notre consommation énergétique est très élevée, donc d'optimiser ou de réduire notre consommation, je pense que tout le monde peut travailler ensemble pour y arriver.
Puis, on travaille déjà très étroitement le gouvernement avec Hydro-Québec, évidemment. C'est une société d'État qui appartient au gouvernement, puis c'est le bras opérateur au niveau du développement énergétique le plus important du Québec. Donc, au niveau des réglementations, je pense, des arrimages, là, il y a beaucoup à faire aussi, là, parce que c'est sûr que les processus doubles, provincial, fédéral, pour les gros projets, c'est très difficile. Là. Puis Hydro-Québec va le vivre là, dans les prochaines années quand elle va se lancer dans des plus gros ouvrages, qui était moins le cas par le passé, mais ça va être. Je pense que là-dessus, on aurait tout intérêt à travailler ensemble pour essayer de trouver des voies de passage, là, puis des façons d'améliorer les choses, puis de ne pas faire les choses en double. Là. D'un, c'est du temps perdu, puis sans compter l'argent là, qui est inutilement. Je pense qu'on peut très bien respecter les critères, puis les paramètres, puis s'assurer d'une acceptabilité sociale sans nécessairement faire les choses en double. Fait que moi, je dirais que au niveau des processus puis de l'efficacité énergétique, là, je pense que c'est là qu'il y a les plus grands gains à faire en étant de bons collaborateurs. Je dirais même au niveau du gouvernement du Québec lui-même, là, tout ce qui est conciliation des usages, il y a un défi. Là. Moi, j'ai mis en place une table éolienne interministérielle là, parce que même chaque ministère a sa vocation, sa mission. Puis bon, quand on parle, par exemple, d'un parc éolien ou d'une ligne d'infrastructure énergétique ou encore de pipeline ou peu importe quelle infrastructure qu'on parle, souvent, soit qu'il y a des milieux humides, soit qu'il y a du caribou, soit qu'on est en terre agricole, soit qu'on est proche des centres, des maisons. D'avoir zéro impact, c'est impossible. Maintenant, c'est de trouver le moindre impact puis d'essayer que tout le monde prenne des décisions le plus concertées possible et non pas que dans sa mission propre, d'essayer d'avoir une vision québécoise, je dirais. Là. Je pense qu'il faut que tout le monde se concentre sur l'objectif pour le Québec et non pas que pour sa mission ou son ministère ou son organisation. Merci. Madame Noël, quant à vous, comment pensez-vous que le Québec peut répondre à cette demande d'énergie-là pour alimenter la transformation industrielle qui est en cours? Je sais qu'on a parlé déjà des projets qu'on a refusés. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut continuer cette grande transformation-là? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Dominique vient de dire. On travaille à tous les jours ensemble sur ces enjeux-là. Et c'est vrai que ça va être une grande partie de la clé du succès, le travail en collaboration et la considération transversale des différents enjeux, puis que l'impact zéro n'existe pas. Ça, on vit ça, je vous le dirais, au quotidien. Ce qu'on espère, c'est que quand on va faire une planification intégrée des ressources, on va arriver à avoir cette vision transversale puis que ça va faciliter l'avancement des projets. De notre côté, nous, Hydro-Québec, on va viser à donner plus de prévisibilité. On veut faire une planification ouverte de notre réseau. On veut travailler en amont des partenariats pour des gros projets éoliens. Donc, tout ça, on espère, va nous aider à faire avancer nos projets rapidement, d'une façon plus intégrée dans les différents milieux où on va être. Là. Il y a plusieurs choses à faire pour faire ça. Parfait. Maintenant, je vais ouvrir un peu la discussion à vous trois, peu importe qui veut commencer. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut mesurer le succès de tous ces objectifs-là qu'on a mis en place, puis tous les moyens qu'on pense utiliser? Je peux me lancer. Moi, j'ai deux mots, j'ai qualitatif et quantitatif. Nous, en ce qui concerne le quantitatif, c'est certain qu'on a des objectifs chiffrés dans notre plan d'action. Donc, on va nous demander des comptes en 2035. Donc, on s'attend à ce qu'on ait une mesure de succès-là. Mais aussi, il y a l'aspect qualitatif et l'aspect acceptabilité sociale, intégration dans les milieux dont je parlais plus tôt. On ne pense pas qu'on va arriver à faire nos objectifs quantitatifs si on n'arrive pas à atteindre un succès sur le plan qualitatif. Donc, je vous dirais que c'est les deux faces de la même médaille de mesure de succès. Je suis d'accord
Excuse-moi, Daniel, vas-y. Non, mais juste pour un petit bout si je peux, la meilleure consommation, c'est totalement lié avec ce que Nathalie disait aussi avec les consommateurs. Est-ce que les gens vont être prêts à faire une meilleure consommation puis à réduire? Parce que l'ambition même d'Hydro-Québec est quand même liée avec une meilleure consommation, autant du côté industriel, mais du côté individuel aussi. Les gens vont avoir des décisions à prendre, quand même assez importantes. Mais je pense que les partenariats, comme Dominique aussi en parlait un peu, puis je vais juste, pour ce point-là, je vais finir avec ça. Je pense que c'est très important d'être capable d'établir des partenariats entre les producteurs énergétiques avec, par exemple, les entreprises les plus innovantes dans le secteur qui ont pour établir des systèmes intelligents aussi pour faciliter la réduction de la consommation en même temps, avec l'intelligence artificielle, par exemple, des choses comme ça. Après ça, la relation avec les Premières Nations, les communautés, les municipalités, puis on revient encore aux consommateurs et aux citoyens. Parce que si on veut que ça devienne un projet de société, puis je ne parle pas juste pour Québec, là, un projet de société pour l'Est du Canada, pour le Canada, pour même le nord de l'Amérique du Nord, avec les Américains aussi, il faut qu'on considère que c'est un nouveau projet de société. Puis il y a deux élections très importantes qui s'en viennent, celle du côté américain, puis celle du côté européen qui s'en vient aussi. Les deux, ça va changer la dynamique et la donne par rapport à toute l'approche au changement climatique, réduction des gaz à effet de serre, tout ce qui s'en vient. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est sûr que les partenariats puis le mesurage est ultra important. Je reviens sur le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, là. Je pense qu'il faut planifier mieux. Là. Jusqu'à ce jour, on a été beaucoup en mode action, réaction. On se le fait dire d'ailleurs par les citoyens, on veut aller vite. Vite et bien, oui, mais en même temps, si on veut de l'acceptabilité sociale, que ça soit bien compris, il faut bien expliquer les choses, puis il faut peut-être prendre le temps là, de bien étudier, bien documenter, voir les impacts, non pas juste énergétiques, mais même combien ça coûte, tout ça, les différents scénarios, les différentes alternatives, ça va avoir un coût. On a toujours préservé des tarifs bas. Là. Au début, on parlait de la rencontre, on parlait des tarifs d'électricité en Europe là, qui étaient vraiment beaucoup plus élevés qu'ici. Il me semble de mémoire, on parlait autour de plus de 20 sous, alors que ici, on est à peu près à 6 pour le citoyen résidentiel. Mais bon, c'est sûr que quand on parle de tarification aussi, il y a une espèce de pacte social au Québec là, où les gens sont tellement habitués de payer plus cher qu'on parle d'une augmentation minime, là, que ce soit une fraction de pourcentage ou 1 %, puis déjà, ça crée des réactions incroyables. Puis le tarif d'électricité est bas, mais les combustibles fossiles sont très bas aussi. Quand on parle du prix, par exemple, du mazout lourd, c'est rien, ça coûte rien au Québec. Le gaz naturel est très bas. Fait que là, si on veut amener le consommateur à se convertir d'une source énergétique fossile à une source d'énergie électrique, on a le double défi. Si on augmente trop le prix de l'électricité, il va être encore un écart encore plus grand avec le prix du combustible fossile. Donc, puis, nonobstant les valeurs de tout le monde, ça reste que l'argent qui sort de nos poches, puis avec toute la pandémie qu'on a vécue, l'inflation, tout ça, les gens n'ont pas des moyens démesurés pour tout payer. Là, puis, que l'équilibre au niveau économique, tarifaire, tout ça, du développement pour arriver à nos fins, il est délicat. On ne veut pas perdre non plus notre avantage concurrentiel au Québec sur les industries qui ont des tarifs bas. Bon, des fois, les gens comparent le tarif L, là, qui est le tarif industriel du Québec par rapport à d'autres, mais on sait très bien que ce n'est pas l'unique cas au Québec, mais presque tous les industriels dans n'importe quelle province ou État ont des contrats spéciaux. Ils ne payent pas le prix affiché du distributeur d'énergie. C'est très difficile d'avoir l'or juste sur qu'est-ce qui est payé exactement là, avec les études qui sont publiques. C'est souvent des contrats entre deux parties qui ne sont pas donnés. En tout cas,
je trouve qu'on a des beaux défis, là, mais c'est pas simple, là. Puis tout est je pense, dans la planification. À mon avis, c'est la clé du succès, là, de planifier en acceptant qu'on va peut-être se tromper, en prenant des risques au début, parce que c'est sûr qu'on veut planifier jusqu'à l'horizon 2050, puis il y a un paquet de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui qui vont se passer dans les 25 prochaines années. Mais on reverra le plan aux 6 ans. Tu sais, ça va être moi, je le vois comme un work in progress, là. Ça va être quasi en temps réel, puis on va se mettre à jour continuellement, puis il va falloir s'adapter, puis vraiment bien communiquer, bien sensibiliser les gens à tout ce qui se passe, là, et pourquoi ça arrive. Qu'est-ce que j'ai vu, là, je sais qu'il va sortir, mais vous pouvez savoir comme moi, là, l'équipe là, qui fait le rapport sur l'électricité. Du Conseil consultatif de l'électricité, Dominique? Oui, c'est ça. Ils vont sortir un rapport bientôt. Puis j'ai cru comprendre qu'il y avait même une modélisation qui avait été faite. Puis j'étais contente d'entendre ça. Je n'ai pas vu les chiffres et les analyses derrière. C'est sûr que c'est pas canadien, là, mais que le fait d'aller vers une électrification accrue, même avec les approvisionnements en énergie, dont les coûts augmentent, puis les tarifs qui augmenteraient, les ménages se retrouveraient quand même avec une facture moins salée à l'horizon 2050. Donc, c'est le genre de choses qu'il va falloir expliquer comme il faut, comme, tu sais, que même si les coûts d'approvisionnement augmentent, les tarifs augmentent, globalement, tu sais, par exemple, les technologies à l'électricité sont beaucoup plus efficaces que les technologies. Je prends l'exemple d'une voiture, par exemple. Une voiture, quand on a un moteur à combustion, c'est pas très efficace, là. C'est peut-être efficace à 40 alors qu'une voiture électrique, c'est efficace à 95 Fait que déjà là, on fait un gain énorme sur l'équivalent gigajoule qu'on injecte dans pour se mouvoir, mais il y a plus de valeur à la fin que quand on est à l'électricité, que quand on est au combustible. Mais c'est complexe quand même, l'énergie, puis le domaine énergétique, c'est pas donné à tout le monde de comprendre toutes ces nuances-là. Il va falloir trouver un vocabulaire. Puis Dominique, lier la décarbonation avec une prospérité socio-économique, ça devient encore plus compliqué. Oui, c'est ça. Avant de quitter, je vais peut-être demander une question qu'on a eue du public, peut-être prendre une minute rapidement. On demande, toutes les provinces et les États américains semblent travailler en silo pour la décarbonisation. Comme nous n'avons que quelques heures de pointe par année, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à penser à s'interconnecter Est-Ouest et Nord-Sud? Je sais que Daniel avait parlé pour moi, cette question-là, j'imagine. Il y a déjà beaucoup d'interconnexions, évidemment, qui ont été construites à différentes époques. Les dernières découpes de contrats qu'Hydro-Québec a conclues avec les États. Ce que je vous dirais, c'est que plus le temps va avancer et la demande en électricité va augmenter à mesure qu'on se décarbone, plus les juridictions vont avoir un incitatif à collaborer entre les réseaux pour éviter le surdimensionnement de leur capacité électrique. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun enjeu politico-administratif et même juridictionnel, il y en a, mais plus ça va être difficile de répondre à la demande croissante, plus il va y avoir un incitatif à collaborer et à augmenter les échanges bidirectionnels entre les réseaux. Juste une petite pointe là-dessus aussi par rapport à l'hydrogène, par exemple. Du côté américain, ils sont déjà en train de produire un réseau Est-Ouest, puis là, ils sont en train de regarder comment ils vont être capables de développer un réseau Nord-Sud. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a plus qui se passe du côté de l'ouest du Canada avec la Californie aussi, du côté américain, aller jusqu'au Mexique. Mais ça bouge. Au moins, ça bouge. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à une excellente discussion très riche. Je ne sais pas si vous avez des petits mots de la fin que vous voulez ajouter avant de partir. Merci beaucoup de l'invitation. J'espère que les auditeurs ont trouvé ça utile. Parfait. Merci à tout le monde aussi. Plaisir de vous revoir. Merci tout le monde.
Donc, merci à toutes nos panélistes, encore une fois, pour l'excellente discussion. Puis, restez à l'affût pour de nouvelles perspectives d'Earnscape Stratégie, puis de tous les experts présents au webinaire. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation.